Oui, 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 je pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire Newstank RH en partenariat avec l'IAS, l'Institut international de l'audit social. Merci à Hubert, bien sûr, l'inspirateur de cette séquence ce matin intitulée L'audit de la maltraitance managériale. Sujet pour lequel on a le plaisir de réunir et d'accueillir Annelise Diette, qui est psychanalyste, ancienne maître de conférence de l'Université de Rouen, qui est membre associé du conseil scientifique de l'Institut de psychanalyse et de management, qui est membre du comité de rédaction de la revue Connexion, auteur d'articles critiques sur le management contemporain. Agnès Lebotte, qui est aujourd'hui consultante en relations sociales, après avoir longtemps exercé des responsabilités syndicales interprofessionnelles à la CGT. Peut-être un mot, d'abord pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux, puisqu'on est un peu plus de 125, je crois, ce matin, d'avoir répondu à notre appel. Un petit mot de contexte pour indiquer que j'ai reçu quelques mails qui résultent plutôt d'une incompréhension du sujet. L'audit de la maltraitance managériale, je pense que Hubert, on peut préciser la chose. L'idée étant rien de dire que le management est par définition maltraitant, loin de là. En revanche, certaines formes de management animées par le service d'un objectif louable, celui de l'organisation, peut être maltraitant en résultant de son fonctionnement quotidien. C'est tout ce qu'on va explorer ensemble, mon cher Hubert. Tout à fait. Merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, l'auditeur est un petit peu dans la situation du médecin. Un patient se présente à lui qui présente des symptômes de maladie. Et donc, le médecin va faire d'abord un diagnostic à travers un certain nombre de méthodes médicales et il va ensuite suggérer une prescription. Alors, c'est la même chose pour l'auditeur, et ça n'est pas parce qu'il y a un paquebot qui s'appelait le Titanic qui a sombré que tous les paquebots n'arrivent pas à New York. Donc, ce n'est pas parce que nous allons traiter un cas de catastrophe et sur les risques de catastrophe que toutes les entreprises sont sujettes à des catastrophes, que ce soit des catastrophes industrielles, techniques donc, ou des catastrophes humaines et sociales. Donc je crois que c'est ça qu'il faut bien préciser. C'est pas parce qu'il y a un nombre heureusement limité, quoique trop élevé, de malades qui vont chez les médecins qu'il faut en déduire que tous les Français sont uniformément malades. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, ce qu'on va dire aujourd'hui, alors je vous rappelle quand même, selon le format auquel vous êtes habitués, que vous aurez accès et on vous enverra le replay, le lien pour accéder au replay de ce webinaire au terme de celui-ci. Comme d'habitude, vous pouvez, et je vous encourage même à réagir, poser vos questions en live. Laurent, qui anime la version texte, nous livrera les questions, pourra déminer pour vous les questions techniques. Alors, vous allez voir sur la forme, on a tenté quelque chose d'un peu innovant, peut-être absolument pas descendant, puisque Hubert nous propose, on va le voir ensemble, un cas pratique. Alors, on n'est pas in abstracto. J'imagine que le cas dont on parle peut être inspiré de plusieurs cas que vous avez pu rencontrer, où on va dire, selon la formule consacrée dans le cinéma, toute ressemblance avec des situations connues serait fortuite, ou presque. Mais c'est un cas d'entreprise qu'on va raconter et de dysfonctionnement qui concentre une somme importante de difficultés, mon cher Hubert. Oui, alors, merci Fabien. L'auditeur social, on fait appel à lui un petit peu comme un raccommodeur de pots cassés ou même un chasseur de fantômes quand les choses vont mal et quand de l'intérieur, soit la direction, soit les représentants du personnel, soit les deux, ce qui peut arriver, n'arrive plus à se sortir d'une situation difficile, une situation humaine difficile. Alors, à ce moment-là, on fait appel à quelqu'un de l'extérieur et en l'occurrence, ceci remonte à quelques années, je suis appelé au téléphone par
la DRH d'une filiale d'environ 2000 salariés d'une très grande entreprise que, bien entendu, je ne citerai pas. Hein, qui me dit, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème parce qu'à notre direction régionale Île-de-France, il y a un ingénieur qui nous pose problème. Il nous pose problème parce que il est violent, agressif, imprévisible. Donc, c'est extrêmement difficile de travailler avec lui. Ses collaboratrices ne veulent plus travailler avec lui. La directrice régionale, qui est une femme extrêmement compétente, a été obligée de porter plainte. Donc, que faut-il faire, hein? Alors, que faut-il faire, sachant qu'il est par ailleurs élu du personnel? Bon, alors, que faut-il faire? Je n'en sais rien. Il faut d'abord, comme fait le médecin, faire un diagnostic. Hein. Et le diagnostic va, pour l'auditeur que je suis, consister à interroger en toute indépendance, sous couvert de confidentialité, les personnes qui pourront me faire comprendre d'une façon indépendante qu'est-ce qui se passe. Hein. Et par conséquent, je vais voir une vingtaine de personnes, tellement sous le sceau de la confidentialité que les entretiens se passent pour certains d'entre eux au bar de grands hôtels avoisinants pour que ceci ne soit pas connu de l'intérieur. Et je vais donc rencontrer les intéressés eux-mêmes, bien entendu, l'ingénieur en question, la directrice régionale, les représentants du personnel des différentes organisations présentes. La DRH, je ne pourrais pas la rencontrer parce qu'elle est en arrêt maladie pour dépression nerveuse, et puis toute une série de collaborateurs qui me permettent peu à peu de me faire une opinion. Bon, alors, ce que je comprends, c'est que l'entreprise est profondément divisée entre ceux et celles qui soutiennent cet ingénieur, que je vais appeler Alain, et ceux qui, au contraire, y voient une personne agressive, donc avec qui on ne devrait pas parler. Hein. Je rencontre l'inspecteur du travail qui estime qu'il est victime de harcèlement moral. Je rencontre également le médecin de l'entreprise qui me donne rendez-vous pratiquement du jour au lendemain alors qu'il est très pris et qui me dit mais son cas n'est pas isolé. Il y a dans cette direction régionale à peu près la moitié du personnel qui a défilé dans mon cabinet pour des raisons de détresse, de harcèlement, donc il y a des risques psychosociaux dans l'air, et il y en a un qui se fait entendre effectivement un peu bruyamment, mais les autres n'en souffrent pas moins. Alors, je comprends que le cas de cette personne qui était décrite comme violente n'était que la manifestation de quelque chose de plus large qui était un problème de management dont la direction ne semblait pas avoir conscience, faisant confiance à cette directrice régionale, qui est une personne certainement très compétente sur le plan technique, connue dans sa profession, et qui estimait tout à fait savoir ce qu'il fallait faire. Bon, alors, je rencontre toutes ces personnes et j'aboutis à un diagnostic qui est qu'il y a un problème de management et j'en vois quelques manifestations, à savoir que les lignes de communication ne fonctionnent pas bien, qu'il y a des situations où on ne respecte pas les règles, hein, où il y a des erreurs qui sont faites qui sont dépourvues ensuite de sanctions, donc toute une quantité de problèmes qui se manifestent et qui semblent n'avoir qu'un lien très extérieur à ce qui m'avait été dit au sujet de cette personne, Alain. Bon, alors j'aboutis à un diagnostic
Et comme ceci a pris un peu de temps, la direction générale se manifeste en disant alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous préconisez, hein? Alors ma préconisation, elle est assez simple, hein, elle est que les différents intéressés, il faut les bouger de leur place, et que d'autre part, là, il y a une réorganisation qui s'impose dans cette direction régionale, hein, la direction dit oui, mais que vont dire les syndicats, hein? Alors, je rencontre par téléphone d'ailleurs, hein, les représentants des différentes organisations qui me disent, au moins l'une d'entre elles me dit, c'est ce qu'on n'a pas cessé de dire depuis 2 ans. Bon, autrement dit, il aura fallu présenter de l'extérieur ce qui certains à l'intérieur estimaient déjà. Donc, voilà ce qui est proposé. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que la directrice régionale, à qui la direction générale faisait confiance et qui était très sûre d'elle, eh bien, d'une façon totalement inattendue, a donné sa démission, hein. Elle a donné sa démission, je l'ai rencontrée par la suite, d'ailleurs, parce que j'estimais que j'avais un devoir de la reconforter parce qu'elle était très, pas seulement désappointée, mais véritablement démolie par ce qui lui s'est arrivé. C'était, pour parler vulgairement, la première fois qu'elle se prenait un mur dans sa carrière professionnelle. Et il a fallu que je lui explique que ce n'était pas parce qu'elle était extrêmement compétente sur le plan technique et qu'elle avait une expertise reconnue, qu'elle était nécessairement bonne en matière de management, hein. Il a fallu que je la revoie 2 fois pour lui expliquer véritablement ce qui s'était passé et qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Alors, voilà donc comment les choses se sont passées. Il y a un moment où l'auditeur doit s'effacer, hein, parce que ça n'est pas à lui de mettre en œuvre les recommandations qu'il propose aux différentes parties prenantes. C'est aux parties prenantes ensuite de prendre leurs responsabilités, que ce soit la direction bien entendu ou que ce soit les représentants du personnel. Mais ce qui est apparu, et je voudrais souligner cela, au cours de la mission, c'est que il y avait en quelque sorte un fantôme. J'ai découvert quelque chose dont personne ne voulait parler, hein. Cet ingénieur réputé agressif était arrivé 2 ans plus tôt, hein. Alors, c'était une personne qui avait une forte personnalité, j'ai pu le constater parce que j'ai eu de nombreux entretiens avec lui, et il arrive à son premier comité de direction présidé par la directrice régionale, et là, il y a un des membres de la direction qui a fait une plaisanterie dont je vous laisse juger, hein, et qui lui dit en rigolant, oui, mais toi, c'est différent parce que tu fais partie des minorités ethniques. Il faut vous dire que Alain, c'est un pseudonyme et qu'en fait, il s'appelle Ahmed, hein. Et là, devant cette réflexion, eh bien, il a réagi très brutalement. Bon, il a réagi brutalement et la directrice régionale qui présidait la réunion, au lieu de demander à la personne qui avait eu cette plaisanterie idiote de s'excuser, à défaut de quoi personne n'aurait reçu un courrier d'avertissement, eh bien, a jugé que ce n'était pas bien grave, hein, et n'a rien fait. Et donc, là, il y a eu véritablement, mais ça n'est apparu qu'au cours de l'enquête, qu'il y avait eu faute de management, parce que ce qui pouvait paraître innocent à beaucoup de personnes, c'était quelque chose qui était extrêmement douloureux pour Alain Ahmed, hein, et qu'il n'avait évidemment pas supporté. C'est ce petit déclic qui était jamais évoqué et qui semblait presque avoir été oublié, qui était à l'origine de cette catastrophe managériale, sachant que la direction, par ailleurs, et que les représentants du personnel faisaient tout à fait convenablement leur travail et qu'il s'agissait d'une entreprise
où les relations sociales sont loin d'être les plus mauvaises en France. Voilà donc quel était le cas. Je vais essayer d'exprimer l'essentiel, mais je passe sous silence beaucoup de difficultés annexes que j'ai pu rencontrer. Et j'aurais envie, si Fabien en est d'accord, de demander aussi bien à Anne-Lise qu'à Agnès ce qu'elle pense de cette situation et selon elle, comment s'explique cette situation et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter cette situation explosive. Merci Hubert. Et effectivement, on va demander à nos deux spécialistes, Anne-Lise et Agnès, de réagir. On a bien en tête, hein, on partait d'un cas de signalement relativement simple, un manager dysfonctionnant. Et en réalité, ce qu'on comprend, c'est que la situation réelle, c'était un mal-être plus général, c'était des histoires d'opposition, et encore, on a passé sous silence l'imbrigation des questions syndicales derrière, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Qui commence ? Agnès, vas-y. Alors, bonjour, merci. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs pour cette invitation. Je crois que l'exemple pris par Hubert tombe à point nommé pour traiter de notre sujet. Moi, j'ai quelques réactions d'emblée par rapport à ce sujet et au cas exprimé. Et peut-être certains d'entre vous retrouveront des similitudes avec ce qui peut arriver dans leur entreprise ou dans leur environnement. Je crois d'abord que la première chose, c'est que une des premières réactions, c'est d'abord de constater, ça tombe sous le sens, mais quand même, autant se le rappeler entre nous, l'entreprise, c'est un système vivant. Voilà. Il est fait d'hommes et de femmes, il est fait d'organisation, il est fait de management, mais il est fait d'abord d'hommes et de femmes qui réagissent, qui ont parfois leurs préjugés, qui réagissent parfois de manière maladroite. Parfois, il y a des malentendus que génèrent ces maladresses. Et tout cela fait la vie d'un système vivant qu'on appelle l'entreprise. Et il faut bien faire avec. Et c'est vrai que les managers ont affaire à ces situations-là, ce qui ne font pas d'eux. Bien évidemment, je souscris à la précision qui a été prise d'emblée par nos organisations, ce qui ne font pas des managers en tant que tels et de manière intrinsèque des personnes maltraitantes. Voilà, donc mon première réaction, c'est que déjà, je pense que c'est important dans le cadre de la conduite de l'entreprise et de la conduite managériale d'avoir cela en tête. Ça aide à prendre le recul nécessaire. Après, ce qui me paraît important dans la démarche par rapport à la problématique qui a été posée, c'est la nécessité d'ouvrir son champ de vision et le champ de son diagnostic. Ce qui apparaît de manière structurante, c'est que derrière les situations individuelles, derrière les relations interindividuelles y compris, ces relations nous disent quelque chose du système d'organisation, nous disent quelque chose du mode de management et nous disent quelque chose de dysfonctionnements qui sont plus larges. Donc toute l'approche et peut-être la difficulté menée à la fois par les intervenants mais par les acteurs eux-mêmes qui sont au cœur de ces problématiques puisqu'ils les vivent et les pratiquent, c'est un peu de faire ce chemin nécessaire pour faire en sorte d'extraire non pas des responsabilités individuelles et encore moins des accusations individuelles, mais faire ce chemin pour décrypter, identifier et peut-être traiter ensemble de ces dysfonctionnements qui s'expriment par le biais de relations interindividuelles extrêmement dégradées qui, y compris, font les difficultés de l'entreprise. Donc, ce chemin, il est long. Il prend du temps. Il prend du temps pour l'intervenant. Je crois que Hubert l'a bien exprimé pour lui-même et dans la démarche qui a été la sienne. Et puis, il prend du temps pour les acteurs aussi. Un point peut-être d'attention
qu'on mesure quand on pratique ce type d'intervention au plan relationnel dans les entreprises. La progression est quelque part le chemin pris par les acteurs, il se fait aussi en miroir. En miroir, ça veut dire que le chemin qui va être emprunté par l'intervenant, il va permettre d'éclairer les acteurs de par sa démarche et sa démarche d'éclairage. Il va en miroir permettre d'éclairer les acteurs et peut-être de leur faire faire un chemin qu'ils n'auraient pas pu faire s'il n'y avait pas eu cet éclairage extérieur. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, je ne suis pas psychologue, sans doute que Anne-Lise interviendra plus fondamentalement sur cet aspect, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que je peux remarquer dans mes pratiques et dans mon intervention sous le prisme des relations sociales et du dialogue social, c'est que cet aspect de miroir, il peut être extrêmement utile sur la manière de dénouer des éléments en matière de relations individuelles qui vont permettre d'aborder des problématiques plus larges par la suite, que ce soit en matière de management ou d'organisation. Voilà. Je ne veux pas être trop longue, voilà. Merci Agnès, et on va faire réagir effectivement, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous une psychologue, on va faire réagir Anne-Lise. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que vous êtes à l'origine, si j'ose dire, syndicaliste, militante au niveau interpro, vous étiez arrivé au niveau interpro, et aujourd'hui vous êtes un peu comme Hubert, consultante en relations sociales, et il vous arrive d'intervenir comme ça pour déminer ce genre de situation. Alors Anne-Lise, on se tourne vers la psychanalyste que vous êtes pour analyser et nous éclairer. Alors, on n'a pas la chance de vous voir, mais on devrait vous entendre très correctement, chère Anne-Lise. Allez-y. Je vais essayer. Alors, aussi, bonjour à tous et merci d'être là, c'est sympa. Pour ce qui concerne le travail des psychanalystes sur des histoires comme ça, moi, je vais préciser ma place. Je ne vais jamais sur les entreprises. Donc, on va se dire, mais comment ça se fait? Alors, comment vous pouvez parler puisque vous n'allez jamais sur les entreprises? D'abord, j'ai été analyste institutionnel d'un hôpital psychiatrique pendant très longues années. Et donc, je sais ce que c'est qu'un collectif au travail. Il y avait beaucoup de patients, une file active très importante, environ 80 soignants, un certain nombre de psychiatres. J'étais en position d'analyser, d'essayer de mettre du lien un peu dans un dispositif thérapeutique qui était un peu en difficulté. Ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique, ce qui se passe dans une entreprise, c'est pas très différent. C'est uniquement des questions de valeur et d'objectifs. Au départ, nous ne produisions pas, et surtout à l'époque, nous ne produisions pas des choses marchandes. Maintenant, c'est un peu différent dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, moi, par où je passe par les témoignages que j'ai eus de mes patients, puisque depuis 25 ans, j'ai commencé à voir des choses que je n'imaginais même pas, et de voir que le management tel que je l'avais connu à la papa, le management vertical, il y avait quelque chose qui s'était passé et qui n'était pas très intéressant, qui n'était pas très agréable pour les gens qui y étaient soumis. Et je me suis interrogée sur cette transformation. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire des procédures, auquel j'ai écrit un article j'ai découvert ça en 1994, qui ne rajeunit pas. Et les procédures, c'était au tout début, c'est-à-dire on fabriquait des procédures. À l'époque, c'était une de mes passions qui travaillait à EDF, un ingénieur de très haut niveau qui m'a appris ça. Et là, j'ai été saisie quand même assez vite d'interrogations sur qu'est-ce que c'était que cette affaire qui venait à la place des gens. C'est-à-dire, on n'était plus dans un savoir-faire, on n'était plus dans une intelligence personnelle, on appliquait des procédures, et que c'était ça qui probablement allait progressivement être le management. Ce qui m'intéressait tout de suite quand Hubert a parlé de cette dame, c'est qu'il a dit qu'elle était très pointue techniquement, mais au plan managérial, elle ne sait pas faire, puisqu'on lui a expliqué vraisemblablement depuis le début que ce qui est important, c'est de faire appliquer les procédures exactes. Alors, la dame dont on parle, c'est Martine qui a démissionné. Voilà. Et qui n'était pas la personne pointée du doigt et pour laquelle on a alerté initialement Hubert. Tout à fait.
Voilà. Mais moi, voilà, cette dame, alors, du coup, tu m'as coupé Pardon. dans mon élan. Oui, la dame en question, c'est cette dame qui a démissionné. Elle démissionne à un moment, pas n'importe quel moment, elle démissionne quand on a introduit des tiers. En fait. Un tiers venu de l'extérieur, et qui finalement, parce que c'est un tiers, va l'interroger implicitement, ou explicitement d'ailleurs, sur qui elle est dans ce dispositif et comment elle fonctionne. Donc cette introduction du tiers autre, étranger, on dirait un tiers autre, que celui qui appartient à l'organisation, finalement ça crée quoi? Ça crée l'apparition en effet d'un fantôme. Un fantôme, c'est quoi? Alors, moi, c'est pour ça qu'avec Hubert, c'était drôle, parce que je fais partie d'une association qui travaille, qui s'appelle l'Association internationale Nicolas Abraham Maria Torok, qui a théorisé la question du fantôme et la question des secrets de famille. Donc, je suis secrétaire scientifique dans cet endroit-là, et ça m'a fait très drôle la première fois que j'ai entendu Hubert parler de fantôme, parce qu'il n'en parle pas comme un psychanalyste. Il en parle parce que c'est la métaphore qui lui est venue quand il a travaillé sur les institutions et qu'il a vu qu'il y avait des secrets, des choses qui ne se disaient pas. Et donc, du coup, on a fait une alliance entre nous. Or, le secret de l'entreprise va réverbérer quelque chose sur tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ayant des secrets de famille, la question des effets du fantôme sur tout le monde est présente. Donc, c'est une des difficultés, parler d'intersubjectivité, Agnès, c'est-à-dire comment les gens se situent par rapport à quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est là. Et ça réverbère pour tout le monde sur des secrets que tout le monde a et dont on s'est dépatouillé plus ou moins bien. Donc, pour moi, la question du fantôme et de l'altérité sont absolument conjoints là. Et elle n'est pas. C'est une altérité radicale, puisque c'est même une altérité du prénom étranger, de l'origine étrangère. Supposait-elle, parce que Poitou il peut être tout à fait franco-français, monsieur, mais il y a quelque chose là qui a été indigérable par l'institution, ce qui montre à l'entreprise, ce qui montre qu'il y a quelque chose d'autre encore derrière ce fantôme-là, et qui est présent dès le départ dans l'entreprise. Moi, je ne sais pas quelle est cette entreprise, mais pour que ça se maille comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui est présent dès le départ dans cette entreprise. Ce qui concerne l'altérité. Ouais. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce que vous soulignez, c'est que l'entreprise, et c'est ce qu'a dit Hubert dès le départ, elle n'est pas qu'une somme de process, elle n'est pas qu'un objectif économique, un outil industriel, elle est une substance humaine avec les interactions que nous évoquons, et elle est aussi, du fait de son histoire, elle est aussi un corpus de mémoire collective. Absolument. Et le fantôme est un élément de cette mémoire. Je vous renvoie d'ailleurs à une excellente analyse d'Hubert publiée sur Newsstand il y a quelques semaines sur l'importance de ces fantômes que vous pointez du doigt, chère Annelise également. Oui, absolument. Et qu'on a du mal à identifier. Ils sont toujours dans les entreprises. Il y a toujours des fantômes. Toujours. Alors, plus ou moins agissants. Et là, clairement, il y avait probablement parce qu'il n'y a pas eu en effet de traitement de ce qui avait été dit au départ en tant que Ahmed Alain serait étranger. Cette absence de traitement que tu as pointé, Hubert, va faire déborder le vase. Ce qui est très frappant, c'est que Martine, la directrice régionale, n'avait absolument pas conscience de la souffrance qu'elle avait provoquée. C'était une personne qui était considérée comme excellente par la direction fédérale, qui prenait en compte sa réputation sur le plan technique, dans son expertise reconnue à l'extérieur de l'entreprise. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la première fois que je l'ai rencontrée, elle prenait un air extrêmement supérieur pour expliquer qu'elle avait raison et que c'était l'autre, Alain, qui était quelqu'un d'insupportable. Et puis, peu à peu, elle s'est rendue compte qu'il y avait dans l'entreprise une dimension qui lui échappait, au point que sa présence était devenue impossible. C'est comme cela qu'elle a démissionné. Alors, je ne veux pas savoir dans quelles conditions financières, ça ne me regarde pas,
mais c'est elle qui m'a demandé, à la rencontrer par 2 fois après son départ. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était de mon devoir de lui expliquer. Et manifestement, elle ne comprenait pas. Et elle m'a expliqué, pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour manager correctement mes équipes. Et pour vous dire, eh bien, je me comportais avec eux comme je comporte avec mes enfants. Alors là, je n'ai pas eu de réponse, si vous voulez, mais ça montre à quel point elle ignorait le b.a.-ba du management d'une équipe. Et donc, il a fallu que je lui explique qu'au-delà de ses compétences reconnues, que si elle voulait jouer un rôle de management et pas seulement d'expert, il lui faudrait apprendre un certain nombre de règles minimales. Voilà. Et elle ne se rendait pas compte que ce qui lui semblait vraiment sans importance quand Alain avait été victime de ce qu'il a considéré comme une injure publique, eh bien, pour lui, c'était quelque chose d'extrêmement important parce qu'il était, à son arrivée dans l'entreprise, et nous en avons parlé ensemble par la suite, porteur d'une souffrance. Il était porteur de la souffrance endurée par ses parents quand ils sont arrivés en France dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Hein. Et par conséquent, cette réflexion qui aurait été anodine pour quelqu'un d'autre, pour lui, c'était quelque chose d'absolument insupportable et c'est pour ça qu'il a explosé. Hubert, voilà. Annelise a réagi et je pense qu'elle va vouloir prendre la parole. Oui, parce qu'en fait, le manager, il a en charge l'ensemble du collectif. Ce qui était intéressant, c'est que progressivement, Alain a été sorti du collectif comme un individu, comme s'il était à part et en plus coupable. Or, sa responsabilité à elle, c'est d'être responsable du tout, du collectif. Or, dans la remarque qui est faite de l'étranger, qui a été faite à Alain, oui, mais lui, c'est un étranger, et qu'elle ne sanctionne pas, elle dit quelque chose d'elle. Elle dit quelque chose de sa propre incapacité à intégrer l'autre étranger dans son collectif. Et en passant, en fait, en ne le faisant pas, elle fait une faute managériale majeure qui va désorganiser l'ensemble. Puisque ça tend les relations d'Alain avec l'ensemble du collectif. Elle ne sait pas le traiter, puisque probablement, alors là, moi, je ne sais pas pourquoi puisqu'elle est à ce point inconsciente de ce que ça pouvait être une souffrance pour cet homme, qu'est-ce que ça veut dire de son côté à elle? Donc on voit bien que subjectivement, elle n'a pas fait à cet endroit-là le travail qu'elle aurait dû faire, même si elle était très bonne techniquement, mais même humainement, elle ne l'a pas fait. Donc elle a laissé progressivement un individu être isolé de l'ensemble du collectif. Donc ça s'est tendu dans des trucs un peu paranoïdes, quoi, un peu parano. Alors, forcément. C'est le bouc émissaire. Absolument. C'est le syndrome du bouc émissaire. Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est ça. Oui. Comment est-ce qu'on sort de ce genre de situation? Parce que finalement, notre cas pratique ici, il a pour vocation de donner quelques clés, quelques pistes à transmettre à notre auditoire. Moi, je pense que j'aurais pas attendu qu'elle démissionne. Je pense que j'aurais essayé de lui parler en direct, mais ça, c'est moi qui me dis de ma fenêtre, ouais. À Martine, c'est ça, ouais. Essayer de parler avec elle pour la faire réfléchir sur cette histoire-là, pour qu'elle puisse se situer à nouveau. Et peut-être on aurait trouvé un point de vulnérabilité chez elle qui fait qu'elle n'a pas traité l'histoire. Mais voilà, elle est partie avant, d'une certaine manière, elle a montré quelque chose. Mais j'aurais peut-être traité un peu plus tôt. Agnès. Peut-être un des enjeux, c'est effectivement d'être en capacité d'intervenir oui. en matière de pilotage managérial, voire de relations sociales, avant que la situation ne soit aussi dégradée. Sauf qu'on sait très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. D'autant que, et on va peut-être là aussi pouvoir ouvrir notre sujet à ces problématiques-là, c'est que moi, il me semble que les formations pour les managers, les outillages pour les managers ne sont pas faites pour cela. Elles ne sont pas faites pour traiter en amont des situations qui peuvent se dégrader sur le plan humain.
Prenons par exemple ce que propose un certain nombre de formations, par exemple sur la question de la gestion de conflits. Bon, on va aller rapidement sur quelques éléments qui vont permettre aux managers de décrypter ce qu'est un conflit, comment il se manifeste, quelles sont les phases ultimes d'un conflit. On va passer quelques éléments qui vont mettre en avant, voilà, vous allez faire du dialogue social et vous allez faire de la veille sociale, et puis voilà, ça va rouler sur cet aspect. Je caricature, mais c'est quand même un peu des approches qui n'outillent sans doute pas suffisamment, hein, mais je mets en débat peut-être ces éléments-là, les managers pour pouvoir être dans des pratiques managériales suffisamment humaines, bien sûr avec la performance, qui est un objectif qui est celui de l'entreprise, et ça je vais pas apprendre ça aux personnes qui se sont connectées, mais bon, on peut quand même considérer que à rendre les gens malades et à se rendre, y compris malades nous-mêmes. Je parle des managers qui, quand ils sont quelque part maltraitants par défaut, ils sont maltraitants aussi avec eux-mêmes. C'est toute l'organisation qu'on rend malade. Et encore une fois, il y a des aspects sur lesquels il faut pouvoir intervenir. Ce ne sont pas que des savoir-être, ce ne sont pas que des soft skills. Il y a besoin aussi que les managers soient outillés pour faire en sorte à la fois de sortir de situations dégradées quand il y a besoin, et puis de s'appareiller quelque part dans la conduite de leur management pour avoir l'équipement quelque part de manière humaine qui leur permette de construire avec leurs équipes, d'être à l'écoute de leur équipe, d'être en prise en compte des recommandations que peuvent faire leurs collaborateurs. Et ça, encore une fois, c'est pas que des soft skills. Et puis, dernier point sur lequel je veux réagir par rapport au cas que nous a présenté Hubert, si on prend le prisme des relations sociales et du dialogue social, moi, il me semble qu'il y a un aspect que les acteurs, tant direction, management et représentation syndicale dans les entreprises et représentation élue dans les entreprises, a du mal à prendre en compte, c'est le fait que cette articulation et le traitement qu'on a besoin d'avoir en matière de dialogue dans l'entreprise et de relations sociales, il est fait d'un équilibre. Il est fait d'un équilibre entre des contenus qui sont importants. Les contenus, c'est quoi ? C'est le fond des dossiers, c'est ce que la partie syndicale appelle les revendications, les choix stratégiques de l'entreprise, c'est la déclinaison du business plan. Il est fait de ce contenu qui ne doit pas être passé sous silence, bien sûr, qui peut occasionner pour le moins du débat, voire des désaccords, mais c'est normal ça. Mais il est fait aussi de relations. Et dans ces relations, il y a parfois des histoires qui sont celles, par exemple, du cas Alain, qui interviennent dans les relations. Et qui interviennent et qui peuvent intervenir sous forme de fantômes. Et je trouve, dans mes activités qui sont celles depuis 4 ans là, de consultante en relations sociales, que le chemin, il est difficile pour les organisations, direction d'un côté, management et organisation syndicale de l'autre, de reconnaître qu'il y a ces deux aspects. Souvent, dans des situations dégradées, et on l'a connu avec Hubert, dans de grandes entreprises, la partie syndicale ne veut voir que la partie contenu et ne veut pas considérer qu'il y a une question de relation à régler dans l'entreprise. Voilà. Parfois, c'est aussi le cas d'un certain nombre de managers qui considèrent que leur difficulté étant, ils ont du mal à considérer qu'il y a un travail sur leur relation à leur équipe, voire aux représentants syndicaux à traiter. Donc, vous voyez, ça, je pense que c'est un aspect qui ne fait pas tout dans les dans les modes de résolution de problèmes de relations sociales dans les entreprises, mais qui est quand même un préalable extrêmement important pour y compris être en situation, se remettre en situation à peu près sereine
de pouvoir traiter les problèmes, hein, les problèmes qu'on a à traiter au plan du dialogue et de la relation sociale. Hubert? Oui, j'ai envie de rebondir en disant que quelquefois le manager, faute de formation ou d'expérience, quelquefois se retrouve dans une situation impossible. Je vais prendre là encore des cas concrets parce que c'est toujours sur le terrain que les problèmes se posent de la façon la plus concrète. Hein. Dans une entreprise que Agnès et moi nous avons connue, il y a eu le problème suivant. Au moment du confinement en 2020, un délégué de proximité vient trouver son manager pour dire les gars sur le terrain auraient besoin de repas chauds. Bon, alors, deux cas se présentent. Hein. Le premier cas, c'est le manager qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, comme on dit, et qui répond « t'en fais pas, je m'en occupe hein ». Et il va chez Darty ou ailleurs pour acheter un micro-ondes, une cafetière et tout ce qu'il faut, et qui le remet à l'équipe en disant bon, écoutez, voilà, comme ça, vous pourrez vous faire des repas chauds. Hein. Mais n'en parlez pas trop parce que faut que je trouve un budget pour mettre tout ça. Alors, je vais le mettre dans le budget frais de déplacement, mais enfin, quand même, bon, c'est un peu limite. Hein. Et le problème est réglé et tout le monde est content. Et puis, deuxième situation, malheureusement, souvent fréquente, où le manager vient tout droit de son école d'ingénieur, excellente certes, mais où on ne lui a jamais rien dit sur le rôle des délégués de proximité. Hein. Et il se retrouve devant cette demande, il ne sait pas quoi répondre. Alors ce qu'il répond, c'est en prenant un ton pénétré, je vais y réfléchir. Moyennant quoi, il peut monter à l'étage, le problème à l'étage supérieur, et de fil en aiguille, ça arrive 3 mois plus tard au niveau du CSE, là, ce n'est pas lui qui va apporter la réponse, c'est un juriste qui va dire j'ai examiné les textes, la loi, les conventions collectives, le statut, etc. Ça n'est pas prédit, donc c'est non. Et en face de cela, les représentants du personnel ont tendance à péter les plombs, comme on dit. Voilà. Et un problème qui aurait pu être résolu à la base, si le manager avait clairement la délégation de responsabilité et l'information nécessaire pour prendre en compte ce genre de problème, ça ne serait pas remonté au sommet sur un plan purement juridique et avec les risques de dégradation du climat social que ça représente. Et ce que tu pointes du doigt, Hubert, est intéressant, mais ça montre aussi que le droit ou la sécurité juridique et le respect du droit est un risque aussi, ou peut être mésusé par un manager comme étant le moyen de ne pas agir, puisque ça ne rentre pas dans le cadre légal a priori ou tel que sont conçues les règles du Code du travail et leur déclinaison. On pourrait dire au fond que le droit, c'est malheureusement, c'est parfois le degré zéro du dialogue social. Je pense en disant cela à une certaine usine au moment du confinement où le syndicat majoritaire a refusé que le travail reprenne au motif justifié qu'il n'y avait pas de masque mis à la disposition des salariés et il avait raison. La direction n'était pas très contente, évidemment, mais quelques temps plus tard, quand les masques ont été trouvés, la direction a imposé aux salariés une prise de température à l'entrée dans l'usine. Ça n'était pas légal, mais le syndicat majoritaire a accepté parce que c'était peut-être pas légal, mais c'était peut-être pas une mauvaise idée dans les circonstances où on en était. Autrement dit, il faut à certains moments laisser de côté le droit pour repasser aux relations véritablement humaines. Je propose qu'on regarde on a pas mal de questions de nos intervenants et on les remercie. Je prends pour commencer la remarque de Benoît qui nous dit « Mais ce type d'invective sur le manager, et on pointe du doigt à la fois les responsabilités éventuelles du manager, la nécessité de le former aussi à des dimensions auxquelles il n'a pas forcément été préparé. Est-ce que ce manager laissé seul face à ces questions ne serait pas en lien avec une désaffection vers les fonctions managériales qu'on pointe de plus en plus du doigt ?
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dissuader les gens dans l'entreprise? Oui, je vais répondre peut-être un petit peu, enfin, un petit quelque chose. Allez-y, allez-y. On est dans la désaffection de tous les côtés. Oui. C'est-à-dire que c'est la grande débandade partout, pratiquement dans toutes les institutions et sur les postes de travail et sur les responsabilités. Pourquoi? Parce qu'on a quand même mis en place une espèce d'usine à gaz où on empêche les gens de penser à partir de leur savoir-faire. C'est pas une procédure, c'est pas un savoir-faire. C'est un truc extérieur à soi. Donc en fait, on applique un machin parce qu'on vous a dit de l'appliquer, on vous a formé à ça, on vous a jamais formé à autre chose et on vous a dit surtout ça, c'est scientifique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Donc on les dépouille progressivement leur capacité d'intelligence de ce qui se passe dans un collectif et ils n'osent plus intervenir tout simplement. Là, on voit bien les chefs, c'est remonté au machin, c'est remonté au grand chef pour savoir si on achète une bouilloire ou pas. Enfin, mais on rêve, alors qu'il suffisait de se mettre ensemble autour d'une table et de le décider. Sauf que pour ça, il faut avoir abandonné l'idée, enfin, avoir examiné, enfin, ne pas être dans la croyance que c'est des systèmes procéduraux qui font le management. C'est simplement de l'intelligence humaine, de rapport les uns aux autres. Et qu'un collectif, et qu'un manager, il est responsable d'un collectif qui, en effet, Agnès a raison de le pointer, c'est beaucoup d'histoires aussi subjectives. Il faut faire avec beaucoup de choses et qui se coagulent dans le collectif. Mais on ne peut pas le résoudre avec une procédure. Donc il faut rendre aux managers, me semble-t-il, et très vite, la capacité à penser par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre, les intervenants, quand Agnès, elle va sur le terrain, quand Hubert, il va sur le terrain, il pense avec sa tête. Il y va avec sa réflexion à lui. Il n'est pas en train d'appliquer une énième procédure pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est bien là où il y a un écueil terrible et où ce qui se passe actuellement, c'est une perte de sens. Tout le monde le dit, les gens foutent le camp. Par charrette de 10, de 15, de 20, ils vont planter des choux dans la campagne. Et en disant, mais là, il y a du sens. Alors, réfléchissons à ça. C'est d'autant plus posé qu'on a vécu cette période quand même particulière depuis 3 ans, là, avec la période Covid, qui a remis, me semble-t-il, sur le devant de la scène le fait que le management a son importance dans l'entreprise et a aussi son importance la question du soutien apporté aux managers dans l'entreprise. Absolument. Des managers se sont retrouvés, pour un certain nombre d'entre eux, très désemparés vis-à-vis du télétravail, la manière dont il a été mis en œuvre, notamment dans les premières phases de la pandémie Covid. Il y a une difficulté plus globale. Et je regardais un benchmark qui a été fait par l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises et puis de l'association Réalité du dialogue social, qui ont analysé un certain nombre d'accords télétravail, et ils ont rendu un rapport en mars de cette année qui montre que les dispositifs de soutien, d'accompagnement des managers dans le cadre du télétravail et du travail hybride, pour être plus large par rapport à ça, sont très pauvres dans les accords d'entreprise, par exemple. Il n'y a pas de disposition pratiquement. Ou alors on évoque que l'idée que on faudra voir un accompagnement, peut-être des primo-managers sur cet aspect, mais rien de très conséquent et de très suivi sur ces aspects-là. Donc, les aspects de souffrance managériale, ils sont aussi présents et ils renvoient aussi à cette désaffection qui est sans doute une préoccupation, qui doit l'être sans doute une préoccupation pour les entreprises, parce que on entend, et j'entends bien, alors c'est peut-être un autre sujet, mais qui est quand même pas éloigné du nôtre, les fameuses vertus, semble-t-il, de ce que serait l'entreprise libérée, mais il me semble quand même que sans organisation du travail, y compris au plus près
à travers un management de proximité, les salariés, ils sont aussi en demande que les choses s'organisent. Hein. Sinon, il y a des prises de pouvoir qui sont autres et qui peuvent être autrement autoritaires sur les mises en œuvre. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie... la question qu'on pointe là, elle est une vraie problématique managériale et de politique managériale des entreprises à la lumière, y compris des enjeux d'aujourd'hui. Et ce que sont aussi les attentes des managers d'aujourd'hui, des collaborateurs d'aujourd'hui, dans un contexte qui n'est pas dénué d'évolution profonde au plan économique et social et au plan des enjeux, notamment climatiques, qui nous sont posés. Quoi. Agnès Hubert, les difficultés que vous pointez du doigt, est-ce à dire que finalement, l'entreprise processée, dont on comprend l'origine, le process, il sécurise, il standardise une certaine mode, quelle que soit la production, produit ou service. Est-ce que cette substance humaine, somme de substances humaines qu'est l'entreprise, ne peut pas vivre dans un monde aussi processé, ou s'agit-il plutôt de laisser un espace de liberté d'expression des individus, et dans ce cas, comment assurer une conformité ? En fait, on ne peut pas procédurer des relations humaines. On peut tout faire pour faire de la sécurité, comme on fait de la viande de veau, de la boucherie, de la sécurité alimentaire, on peut faire des processus de qualité. Là, oui. Ça a du sens. Mais dire on va faire manager à partir de procédures, mais c'est une aberration. Aucun manager ne peut se tenir. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça ne renvoie à rien. Si on regarde bien techniquement ce que c'est rien. Ça ne peut pas fonctionner. Donc les gens, les managers en particulier, pas seulement, mais aussi eux, sont très très en souffrance, évidemment. Et il y a des drames, Hubert ? Oui, ce que je vois, c'est qu'il y a une tendance actuellement à la centralisation des décisions, que ce soit dans des services publics ou dans des grandes entreprises, et qui est facilitée par l'outil digital. Hein, c'est tellement facile d'obliger via l'outil digital le manager à se conformer à des procédures. On voit bien ça dans les hôpitaux et dans tout le système de santé en général. Il y a une politique de santé qui se traduit par un paiement à l'acte, qui réduit le médecin ou le soignant d'une façon générale à être simplement le dispensateur de la politique qui a été décidée plus haut, ce qui n'a plus rien à voir avec le fait de soigner. Le médecin, l'aide-soignante sont là non plus pour soigner, mais à la limite pour faire ce qui est prescrit par la politique de santé, ce qui est tout différent. Et c'est là qu'est la souffrance de nombreux soignants et de nombreux managers, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité humaine de prendre une décision, de prendre leurs responsabilités et de manifester le courage qu'il faut pour cela. Moi, j'ai prise à travers la procédure. Hein. C'est une prise de pouvoir économique qui est prise à travers la procédure. Agnès ? Réflexion, par rapport à ce que vous posez sur des espaces de liberté, peuvent-ils être salutaires et organisés dans l'entreprise ? Moi, je réponds résolument oui. Et il me semble qu'un des enjeux de réponse dans l'entreprise, c'est autour de ces espaces de liberté. Mais pour qu'ils puissent, quelque part, alimenter la politique managériale, nourrir la politique managériale. Et cette articulation-là qui est difficile, qui demande du temps, qui demande de l'investissement dans sa politique managériale et dans les managers pour les mettre à l'aise par rapport à ça. J'ai quelques exemples en tête. Alors, évidemment, comment le CSE, par exemple, il participe à cette articulation-là ? On peut dire que le CSE a sans doute les grands enjeux et les orientations stratégiques de l'entreprise à traiter, bien sûr. Mais il a aussi ça à traiter, le CSE. Et il est un peu en difficulté sur ces aspects, notamment dans des grandes entreprises, dans des entreprises plus modestes aussi, parce que il n'y a pas forcément de CSE, il n'y a pas forcément de présence syndicale, alors qu'il pourrait être un outil qui nourrit cet aspect.
Et puis, j'ai un autre exemple en tête. Moi, je suis intervenue au cours de cette année et de l'année dernière auprès d'un certain nombre d'entreprises adaptées. Intervention à la fois en direction des managers de l'entreprise, de la direction, et puis des collaborateurs. Il y a vraiment besoin, me semble-t-il, de donner dans la confiance dans les managers qu'ils ont tout intérêt à être dans l'écoute de leur équipe, dans la prise du temps nécessaire avec leur équipe, et qui vont en tirer, y compris des éléments importants et utiles pour leur mode de management. Qu'est-ce qui s'est passé dans une entreprise que je suivais ? Cette entreprise, elle faisait de l'entretien d'espaces verts. Et puis, ils se sont retrouvés dans une situation où les ouvriers des espaces verts, ils n'avaient plus d'entreprise de maintenance pour entretenir les machines, voilà, pendant le Covid. Et puis, ils ont repris le boulot. Il a fallu quand même reprendre le boulot dans ces conditions-là. Et donc, en mettant en discussion les situations de travail, la manière dont ça s'est organisé dans l'entreprise, des ouvriers ont expliqué comment ils se sont mis quelque part à faire ce qu'ils ne faisaient pas précédemment, c'est-à-dire de la maintenance de machines, de réparer eux-mêmes. Alors, ils disaient, on s'est débrouillé quelque part, mais tout ça, ça a conforté, y compris les personnes, dans leur capacité à avoir une certaine autonomie et des marges de manœuvre dans leur activité. Et j'ai vu aussi un personnel encadrant qui était étonné par rapport à ça. Voilà. Oui. Mais imaginons que ça, dans la conduite de l'activité, dans la conduite du management, il me semble que c'est plus un point d'appui, un point fort pour le management et pour l'activité elle-même qu'un handicap, vous voyez. Sauf qu'il faut aller le chercher, ça. Il faut aller le chercher dans la discussion. Et dans l'échange qu'on peut avoir ensemble et les enseignements qu'on en tire ensemble. Donc, des retours d'expérience peuvent permettre ça. Mais politique managériale, est-ce que notre politique managériale dans l'entreprise, elle permet ça ? Question. Alors, je vous livre quelques réflexions. D'abord, Rosemary rebondit sur ce que disait Hubert, c'est que la digitalisation a poussé, conduit ou a été un élément favorable à assurer un management très directif, pour le coup, un peu encadrant, supprimant ces espaces de liberté. Je vous livre une autre réflexion, celle de Benoît, qui note que le nombre de travailleurs indépendants est en forte hausse dans l'entreprise, dans beaucoup d'entreprises, alors dans le contexte de la plateformisation, mais pas seulement. Il indique un chiffre, 35% dans les équipes IT, donc techno. La raison de ce choix est de se libérer du management de l'entreprise et d'avoir avec elle une relation uniquement contractuelle et par objectif. Oui. C'est une hypothèse qu'il pousse. Comment réagissez-vous ? Moi, j'avais fait, quand j'avais découvert les procédures, j'avais découvert à travers cette patiente que j'ai appelée Reine, puisque j'ai fait un article qui s'appelait Reine, le management et la secte. Je ne dirais pas pourquoi j'ai appelé la secte, enfin, c'était, disons, un lieu fermé, un lieu convaincu de lui-même. Et Reine, en fait, elle s'en est sortie. Alors, elle fabriquait des procédures, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle ne se rendait pas compte. Elle trouvait ça extrêmement excitant de fabriquer des procédures. On découpait tout en tranches, c'était formidable. Ingénieur de très, très haut niveau. Là, on se dit, mais elle aurait été beaucoup mieux sur les chantiers. Mais voilà, elle fait ça et c'est très excitant et elle ne se rend pas compte qu'elle emprisonne en fait les agents de son entreprise dans des machins où ils ne peuvent plus respirer au bout d'un moment, puisque même dire bonjour au monsieur ou à la dame qui appelle le service de l'entreprise, c'est marqué sur l'écran. Donc, quand même, et vous avez tous connu ça, quoi. On a l'impression d'un tout petit peu mieux, quand même. Mais enfin, on avait l'impression d'avoir des robots. Dans la relation client, c'est vrai qu'on était allé très loin dans le guide. Très, très loin. C'est une bonne illustration, ça, Anne-Lise. Bonjour, Madame Dier. Alors, c'était bien marqué, donc elle n'oubliait pas à la fin, ou ils n'oubliaient pas à la fin de me dire au revoir, Madame Dier, à votre service, etc. Et moi, au bout d'un moment, je n'étais pas très dupe quand même. J'ai compris qu'on était en train de me dire que c'était pas. Je ne sentais pas le lien, justement. Parce que le lien humain, il est variable.
L'agent, il a le droit de ne pas être de bonne humeur, il a le droit de ne pas forcément vous recevoir très bien, il a le droit d'être fatigué, il a le droit d'avoir des soucis. Parce que là, c'était implacable, c'était robotisé. Parce que le fond, l'histoire derrière, l'histoire qui est derrière, c'est de rendre les robots qui deviennent humains et des humains qui deviennent robots. C'est ça qui est derrière. Le plan qui est derrière, le fantasme, disons, qui est derrière, c'est ça. Donc, je crois qu'ils sont un petit peu atteints les limites de l'histoire, mais avec l'intelligence artificielle, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Et là où je suis d'accord avec Agnès et avec Hubert aussi, c'est que le collectif et l'intelligence collective, c'est un soutien imparable pour un manager. Pour autant qu'il se vive comme faisant partie de ce collectif, un élément à une place différente, mais faisant partie de ce collectif, et qu'il pense qu'en mettant en parlant aux autres et aux gens qu'il doit manager, il va pouvoir, de manière horizontale, parler de choses. Avec les gens ont des compétences, ils ont des savoir-faire, ils peuvent les mettre à contribution dans l'entreprise. C'est une richesse de l'entreprise. Et là, c'est là le travail qu'on peut faire avec les managers, mais on n'est pas sorti d'affaire parce que c'est quand même pas ça qui est enseigné dans les écoles de gestion. Je vous livre la réflexion de Christophe qui dit « Bonjour, selon moi, la digitalisation est une évolution qui impacte nécessairement le management de par son côté évolutif, qui implique des réfractaires à cela. Comment faire selon vous pour intégrer cette notion dans le management tout en pensant au bien-être du salarié ?» On pourrait presque dire que la digitalisation, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure des choses si c'est un outil qui permet à la personne, là où elle est, de prendre ses responsabilités, d'agir plus rapidement, de communiquer mieux. Mais c'est la pire des choses si la digitalisation prive la personne de son autonomie pour répondre aux problèmes. Je vais prendre un exemple, si vous voulez, dans une entreprise qui fabrique un certain matériel indispensable pour certaines grandes entreprises publiques et qui a des agences un petit peu en France, partout en France. Et un directeur d'agence me disait, avant, j'avais mes stocks. Et quand mon client me passe un coup de fil pour me dire, écoute, je suis embêté, il me faut le matériel pour demain matin, sinon il va y avoir des conséquences drastiques en termes de service public, eh bien, j'avais le matériel et il pouvait en disposer. Tandis que maintenant, on a rassemblé les stocks au siège de l'entreprise et je dois réagir en demandant au gestionnaire des stocks d'envoyer le matériel nécessaire à l'entreprise, ce qui prendra davantage de temps et avec des risques de perte en ligne parce qu'il y aurait eu des oublis, des retards, etc. Voilà. Et donc, ça dégrade à la fois le travail de cette personne et les relations avec le client. Et ça, on ne perçoit pas toujours. Il y a de grandes entreprises qui se sont dit on va faire des économies sur les RH en supprimant les RH de proximité. Et on va remplacer le RH de proximité par un portail RH. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le manager de proximité, il ne se contente pas de prendre note des désirs de date de congé, il parle avec les gens. Et le portail, il ne parle pas avec les gens, au point que telle grande entreprise de service public bien connue a été obligée de remettre des managers de proximité pour parler avec les gens parce qu'elle a constaté que ça ne marchait plus. Voilà. Mais à quel niveau de connerie, je me permets, à quel niveau de connerie nous avons... ce système a atteint pour pouvoir penser qu'un portail pouvait faire quelque chose dans une entreprise. Alors, c'est un collectif humain. L'autre façon, oui, de l'envisager, on pouvait aussi considérer que le portail permettait d'expurger une série de questions pratiques et de laisser l'être humain sur les questions ou en lui laissant une marge de liberté, parce que c'est ce qu'on évoque depuis le début. Mettre un être humain contraint dans une somme de process qui fait que de toute façon, sa marge de manœuvre, d'analyse et de réaction à l'environnement sont nulles, on n'apporte rien. Effectivement, le portail faisait mieux ou aussi mal les choses. La condition, on peut laisser un être humain, le manager, avec cet espace de liberté. Est-ce que derrière, d'ailleurs, ce qu'on pointe du doigt, ce n'est pas de réintroduire une forme de confiance? Parce que dans tout ce qu'on décrit, qu'il s'agisse des process, du reporting et du contrôle, est-ce qu'on n'est pas dans une logique d'hyper-contrôle et donc, corrélativement, de manque de confiance dans les… Oui.
Oui. Donc, parce que on est supposé, l'humain est supposé source d'erreur. Oui. Et alors? Sauf que si on veut contrôler, enfin, c'est le système politique qu'on voit aussi en international. Si vous voulez contrôler tout ça parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'erreur, vous sortez de l'humain. Point. Alors peut-être que finalement, le rêve, ce serait d'avoir que des choses qui sont télécommandées de manière procédurale, numérisée, un monde numérisé. C'est le grand rêve d'Auguste Comte. Voilà. Ce que je propose, c'est que le temps passe très très vite. Est-ce qu'on peut en 2 minutes donner quelques clés, transmettre et partager quelques clés pour prévenir ces situations? Parce qu'on revient, la souffrance et la maltraitance managériale, selon le côté duquel on se place, finalement, c'est tout ce qu'on veut éviter. On comprend ce que sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'émergence de cette souffrance collective, finalement. Parce que dans la situation décrite par Hubert, il y a beaucoup de souffrance de part et d'autre. Juste, j'ai pas réagi précédemment, j'avais coupé mon micro, je m'en étais pas rendu compte. Je voulais juste réagir sur notre dernier temps d'échange là, hein, oui, par rapport à ce qui était pointé. Moi, sans doute que la digitalisation, peut-être qu'elle va demander encore plus de pratiques collectives et d'exigences relationnelles. C'est le contraire qui peut éventuellement se passer. Dans mes expériences d'intervenante, je peux voir à quel point peuvent faire des dégâts, par exemple, le fait que les collaborateurs entre eux ou managers-collaborateurs ne fonctionnent en termes relationnels que par mail. Parfois même, ils sont dans un bureau l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Voilà. Même chose sur ce type de fonctionnement, parfois par injonction, hein, et par le biais de mails au sein des réunions du CSE, par exemple. Donc, on peut considérer que l'on soit d'un côté comme de l'autre, et en général, ils en conviennent quand on en discute avec eux, hein, tant les directions que les représentants du personnel et les syndicats, que ce type de modalité n'est pas des plus efficaces pour créer la nécessité du dialogue nécessaire, quoi, hein, même quand on n'est pas d'accord, et surtout quand on n'est pas d'accord. Voilà, hein. Donc, il faut vraiment replacer, peut-être un des enjeux, c'est vraiment de replacer cette qualité relationnelle-là dans l'entreprise. Avec le fait que cette qualité relationnelle, encore une fois, elle n'est pas que comportementale et elle ne fait pas tout. Et donc, il y a des choses à traiter sur le fond dans l'entreprise qui vont relever de la manière dont on organise le travail, dont il se fait, dont on vit son travail, et de la manière aussi dont on vit. Je voyais quelques réactions sur la pratique et la posture qui peuvent être celles d'un certain nombre de délégués du personnel. Oui, mais il faut aussi faire en sorte que ces représentants-là, avec leur espace, avec leur mission, puissent avoir leur espace propre dans une certaine relation de confiance aussi. Et tout ça, ça demande du relationnel aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Peut-être un dernier mot de Anne-Lise, et puis Hubert pourra conclure. Juste faire un petit point de résistance à la transformation, c'est que quand, je le crois, c'est que quand on applique une procédure, par rapport, par exemple, à ce que faisait Martine, d'une certaine manière, c'est un anti-angoisse. C'est-à-dire que ça permet de mettre à distance la responsabilité et les effets des décisions qu'on prend. Donc, il y a une partie, il y a une forme de confort qu'on a quand on fait ça, et en même temps, on perd progressivement le contact avec son collectif, et le collectif, donc on a la responsabilité. C'est sur ces enjeux-là aussi qu'il faudrait, c'est-à-dire un manager doit apprendre à prendre ses responsabilités sans avoir toujours des certitudes que c'est parfait, que c'est ça qu'il faut faire, ce qui veut dire que le collectif lui-même, le cadre juridique dans lequel il est, lui permettent d'avancer et d'avoir le droit à aussi des erreurs à certains moments,
C'est-à-dire que ça soit toléré. Parce que sinon, on est dans quelque chose qui n'existe pas. L'idéal qui est fantasmé derrière tout ça n'existe pas. Donc, on a des catastrophes après humaines et des suicides. Enfin, j'étais consternée de ce que j'ai vu. Oui. Hubert, pour conclure. Oui, je pense que le management ne passe pas seulement par le droit. Le droit, c'est un cadre, hein, mais qui doit laisser toute sa place aux relations entre les personnes. Ça n'est pas facile parce que ça demande du respect des uns pour les autres. Et le respect dans telle grande entreprise que Agnès connaît, parce qu'on y était ensemble, la direction dit les représentants du personnel ne nous respectent pas, ils posent des coups de gueule. Bah oui, mais les représentants du personnel disent la direction ne nous respecte pas parce que à des problèmes humains concrets qu'on pose, ils répondent par des articles de droit. Hein. Voilà. Donc il y a le respect, il y a le courage. Il y a le courage pour le manager de prendre ses responsabilités. Hein, dans le cadre de sa délégation de responsabilité, mais quelquefois, entre provoquer une catastrophe et respecter les procédures, il faut mieux, en respectant les procédures, il vaut mieux ne pas respecter les procédures pour éviter la catastrophe. Voilà. Bon. Et puis, il y a des rites à respecter. Dans telle grande entreprise, je me souviens qu'au terme d'une enquête approfondie, je suis revenu vers la direction générale. Je me souviens toujours de cette réunion avec le comité de direction pour dire, dans un cas sur deux, on ne respecte plus la fête pour les médailles du travail. Bon, les médailles du travail, c'est une reconnaissance. Ça peut paraître un petit peu bête, vieillot, etc. Mais pour certaines personnes, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Eh bien, les réactions, il y en a eu deux. Il y a eu les vieux de la vieille, si j'ose dire, qui disaient mais c'est scandaleux qu'on ne fête pas les médailles du travail. Il faut que ça se fasse. C'est un rite important de reconnaissance de nos collaborateurs. Et puis les plus jeunes qui venaient de leur grande école, qui disaient mais c'est ringard les médailles du travail. So what, hein, ça n'a aucune importance. Eh bien, si, ça a de l'importance. Et ça, ces rites qui font la collectivité, eh bien, il ne faut pas l'oublier. Hein. Hubert, ça nous renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'une histoire, enfin, une entreprise, c'est une histoire, et on peut imaginer, dans une start-up avec 3 ans d'existence, on soit moins sensible à ces signes de reconnaissance qu'à d'autres, ils réinventeront leur rite, qu'il s'agisse de fêter tel ou tel contrat, ou de sanctuariser, parce que dans la mémoire collective et l'histoire collective, on avait ritualisé et utilisé ces médailles. Oui. Dans les entreprises, les industries électriques gazières, on voyait, c'est moins le cas à présent, beaucoup de salles Marcel Paul. Hein, dans notre exploitation, il y avait la salle Marcel Paul. La plupart des gens ne savent plus aujourd'hui qui est Marcel Paul, mais c'est une des personnalités fondatrices de l'entreprise. Eh bien, ce sont des rites qu'il faut savoir respecter, que l'on ait lu ou non les écrits de Marcel Paul. Marcel. Alors, les rites, pardon. Oui, allez-y, Agnès. Les rites et les rituels, alors autour de la machine à café et des apéros, mais oui. C'était Noël, l'anniversaire de quelqu'un, Pâques, enfin tout ce qu'on veut, c'est fondamental si ça tient un collectif. Or, j'ai vu apparaître, par le témoignage de mes patients progressivement, un flicage de ces temps-là. C'est tout juste, il n'y a pas le chronomètre pour savoir si on a pris le café à 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, voilà. Mais c'est le contraire du management, ça. C'est le contraire du management. Il faut les laisser. En plus, c'est autour de l'oralité. C'est très important que les gens puissent se rencontrer autour d'un café, autour d'un apéro, et ça maille le collectif. Voilà, c'est important ça. Eh ben, je vous propose un mot de la fin. Pardon, mais Agnès, je vous laisse une. Non, c'était pour réagir sur cet aspect. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire parce que c'est assez passionnant. Il y a le fait, déjà, Marcel Paul
L'une des questions, c'est de savoir qu'il a existé et comment il marque, y compris comment il marque les relations sociales dans ces entreprises-là. Et il y a tout un aspect, je crois, qui est très français, mais qui relève de notre histoire, où on prend du temps pour expliquer d'un point de vue idéologique ce que sont les relations sociales françaises, et on laisse un peu de côté ce qui relève de notre histoire quelque part organisationnelle, notre syndicalisme. Et souvent, on sait que cette histoire organisationnelle, elle marque aussi les choses. Hein. Il y a certes les approches idéologiques qui ont été importantes, on ne va pas, évidemment, loin de moi, le fait de considérer qu'elles n'ont pas leur importance, mais on est un petit peu, on va un peu vite dans l'analyse par rapport à ça, et je crois que c'est un peu français notre affaire. Le problème, c'est que ça peut amputer quelque part la bonne compréhension des relations, notamment au plan du dialogue social dans l'entreprise. Merci Agnès. Une petite parenthèse, Marcel Paul, donc c'est un ministre sous le général de Gaulle, qui est ministre communiste, ancien syndicaliste, et qui est un peu le grand résistant. Voilà. Absolument, et le père de nos politiques énergétiques. C'est en résonance toute particulière aujourd'hui, puisque j'ai envie de dire, malheureusement, le sujet est redevenu un sujet d'actualité important. Je vous livre une réflexion de Sylvie qui nous suivait, qui serait presque un mot de la fin, qui rappelle comment le collectif peut-il donner du sens. C'est finalement le seul gouvernail de l'organisation, de la conduite de l'entreprise et de l'organisation humaine, les process n'étant peut-être qu'un instrument pour délivrer le produit, le service, à condition qu'il n'altère pas ce sens collectif. Je vous rappelle, comme je vous l'avais dit, que l'ensemble sera disponible en replay, probablement sur CSE Matin, ce qui aura le mérite de l'ouvrir à l'ensemble, puisque c'est un site ouvert de Newstank. Donc, sur CSE Matin, vous retrouverez le replay de cette rencontre. Mon cher Hubert, si vous le permettez, je pense qu'on peut remercier chacun de nos participants et nos intervenants. Merci Anne-Lise, merci Agnès, merci à vous Hubert. Merci à vous. De vous retrouver. Merci Fabien et à toute ton équipe. Merci à vous, à bientôt et excellente fin d'année à tous. Oui, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.